L'édition régionale de ce mardi 26 mars. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nouveau journal préparé par l'ensemble de la rédaction. D'abord les prévisions météo. On va garder un temps clément, plutôt ensoleillé, sans vent, sans précipitation. Il y aura parfois quelques perturbations nuageuses, mais rien de bien grave aujourd'hui. Des températures de 9 à 11 degrés du littoral à la métropole lilloise. À la une, tout d'abord, la fin de la trêve hivernale, le retour des expulsions locatives dès ce 31 mars, dès dimanche. Aujourd'hui donc, en attendant la date fatidique, des centaines de familles dans la région vivent dans l'incertitude et la peur d'être mises à la rue. Exemple à Lille, depuis fin décembre, 60 personnes sont hébergées à la maison Paul VI à Saint-Maurice-Pellevoisin. C'est un ancien séminaire, un hébergement d'urgence ouvert cet hiver par la préfecture qui pourrait fermer dans quelques jours. 12 familles sans solution de logement, la plupart demandeurs d'asile. Beaucoup ont des enfants, parfois en bas âge. Certains sont même en situation de handicap. Un collectif d'habitants s'est créé pour les soutenir. Explication recueillie par Margot Sey. On est bien parti nous sur l'idée qu'on avait une mission temporaire qui courait pendant la période hivernale. C'était l'essence même de l'établissement, avec la vocation quand même pour la majorité d'essayer de trouver des solutions de repli, solutions que nous ne sommes pas nous en mesure de toute façon de proposer, puisque nous on est l'hébergeur, on n'est pas un bailleur social, on n'est pas les établissements ou les associations qui gèrent les structures d'hébergement autres que les nôtres. Donc voilà, on fait en fonction de ce qu'on peut faire. Donc on est toujours en lien avec la préfecture, toujours en lien avec la DDCS, avec l'OFI, avec le SIAO qui gère les orientations, et on essaye jusqu'au bout de trouver des solutions. Et on était encore en discussion ce matin avec l'OFI pour essayer de trouver des solutions pour des familles. Donc on continue à creuser. Une marche de 215 km vers Paris pour défendre la desserte locale du TGV à Douai. Depuis dimanche, le député de la 17e circonscription du Nord, Dimitri Houbron, est à pied vers la capitale pour protester contre le plan de la SNCF prévoyant la suppression de 3 trains quotidiens de Douai vers Paris. La ligne aujourd'hui offre 7 allers-retours par jour, mais seulement 4 en 2020 si la SNCF s'en tient à son projet. La direction régionale toutefois serait revenue en arrière récemment suite à la pression des élus locaux, mais le député Dimitri Houbron n'y croit pas et veut maintenir la pression. Il sera à l'Élysée jeudi à 18h. Selon lui, sans cet arrêt à Douai, les voyageurs devraient changer de train à Arras et leur temps de trajet vers Paris serait doublé. Explication recueillie au bord de la route vers la capitale par Lucilbert Constant. Alors c'est 217 km en tout sur ce trajet. Je suis parti hier de Douai à 8h30 et je suis arrivé aujourd'hui ici et je devrais arriver en fin de journée. J'ai encore 46 km à faire aujourd'hui et puis une quarantaine de kilomètres dans les 4 jours qui restent. Le retour il se fera en TGV si j'arrive à en trouver un jeudi. On fait le point aussi sur la situation des emplois numériques dans la région grâce à l'INSEE qui a récemment publié le résultat d'une enquête après avoir croisé les résultats des derniers recensements. Dans les Hauts-de-France, on comptait 29 000 emplois numériques en 2015, 1,4% de l'emploi de toute la région. C'est une hausse de 5%. 6 emplois numériques sur 10 sont localisés dans la métropole lilloise, mais des pôles secondaires existent à Valenciennes, Beauvais, au sud de la Picardie. Par emploi numérique, il compte par exemple les web designers, data scientists, ingénieurs commerciaux en informatique. Explication au micro de Vincent Vieillard. C'est pas exponentiel, c'est une progression qui est plus rapide que le reste de l'emploi dans la région, puisqu'on est à une hausse d'un peu plus de 5% entre 2010 et 2015, donc c'est plus que l'emploi global. Mais ça reste quand même une progression qui est inférieure à ce qu'on observe en France de province, donc on a un retard en termes de part et on n'a pas d'effet de rattrapage puisque notre progression est plus lente que ce qu'on observe ailleurs. On n'a pas les données très précises sur tous les secteurs, on ne les a pas calculées là, mais c'est un peu plus rapide que les secteurs traditionnels entre guillemets, avec notamment toutes les nouvelles entreprises qui peuvent se monter autour de ce sujet. On termine avec le portrait du jour. Après 2 ans passés à combattre le cancer, Candice Wallard publie son premier livre, Chipalor. Cette trentenaire nordiste, femme active, maman de 2 enfants, a traversé un parcours de soins hors du commun pour s'en sortir. Dans cet ouvrage, elle revient sur les principales étapes ayant marqué l'évolution de sa maladie, du diagnostic jusqu'à l'opération et la guérison. Un voyage vers l'inconnu, présenté ici en 2 minutes par Edil Gunaï. En 2017, Candice Wallard a 37 ans. Les médecins lui diagnostiquent un cancer de l'appendice avec des métastases au niveau du péritoine.
La mère de famille, originaire de Tourcoing, doit alors subir une chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale. Une opération lourde consistant à ouvrir l'abdomen et à plonger les organes malades dans un bain de chimiothérapie chauffé à 42,5 degrés. Candice Wallard raconte son expérience dans ce livre, Chip alors. C'est une série de portraits et de paysages qui ont trait à ma maladie, avec le fil conducteur de la chronologie et de l'évolution de ma maladie. Et dans chaque chapitre, j'essaie, à partir d'un élément précis ou d'une anecdote, de rebondir sur un sujet plus général. Donc on va parler de l'amitié, de la mort, du soutien, de l'envie, du désir, du corps, de la peur, de l'angoisse, enfin voilà. Et j'ai voulu que mon témoignage ne soit pas trop médical, je veux qu'il soit accessible à chacun, parce que l'idée c'est vraiment d'apporter du courage et de l'espoir à l'ensemble des patients qui sont amenés à traverser une phase un peu compliquée. J'ai traité chaque difficulté avec un peu d'humour et de légèreté pour rendre le livre agréable, et parce que à aucun moment de ma maladie, moi je suis tombée dans le pathos. Moi j'ai toujours eu ce recul et cette envie, cet acharnement à vivre et à aller mieux, et j'espère qu'il transpire dans mes pages. Ce livre, c'est surtout un message d'espoir adressé à toutes les personnes qui affrontent la maladie. Et on apporte énormément de soutien par notre posture, par notre retour d'expérience. Et beaucoup de personnes autour de moi prennent contact avec moi justement pour échanger, et ce qui me fait très plaisir puisque j'en parle assez librement. Et puis voilà, pour vous dire ce qui a changé, je pense que c'est plus un état d'esprit global aujourd'hui, beaucoup plus positif, beaucoup plus conscient, beaucoup plus disponible que ce que je pouvais être avant, où j'avais la tête dans le guidon et où je prêtais pas forcément attention à tout ce qui m'entourait, quoi. J'ai tendance à relativiser chaque élément négatif de ma vie, à ne voir que ce qu'il y a de bon. Je sors grandie de l'épreuve, je suis une meilleure personne aujourd'hui. J'ai une façon d'envisager la vie, les aléas, qui est complètement différente de ce que je pouvais être il y a 2 ans, ça c'est clair. Le livre sort dans les librairies, les points de vente habituels dans quelques semaines. Il est déjà disponible sur le site des éditions Borromée au prix de 18 €. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans un instant.